Hello mes girls, on se retrouve, nous sommes le 8 décembre, je le sais parce que je poste le calendrier de l'Avent tous les jours, donc évidemment j'ai un petit, comment dire, un petit calendrier dans la tête. Maintenant je sais tous les jours quand nous sommes, c'est à peu près le seul mois de l'année où je sais quel jour nous sommes en décembre, voilà. Je me suis mis mon petit t-shirt Austin Bronte Christie, Back to Basics, je porte aussi dans les cheveux, un petit scrunchie brun à carreaux, vous le verrez peut-être pas bien, de la collection, des collections Muse que vous retrouvez sur le site. Et dans le dos, voilà, je suis aux couleurs de Noël, ça aussi vous le retrouvez sur Muse. On se retrouve pourquoi aujourd'hui? Parce que vous l'avez vu dans la miniature, j'ai plus de 40 livres à vous présenter. Voilà, je pense que c'est à peu près les dernières vidéos qui seront aussi avec autant de livres, parce que ces derniers temps, il y a eu évidemment les réceptions calendrier de l'Avent, etc. Donc, ça fait un certain volume, n'est-ce pas? Et avant ça, on faisait quand même beaucoup de concours. Je ne sais pas si on aura le même rythme de concours dès janvier, parce que c'était quand même soutenu. On avait en moyenne un concours tous les 2 jours, puis là, un concours par jour. Et on a ce rythme depuis juillet, et on est en décembre, donc ça commence à faire beaucoup. Mais bon, je ne sais pas, on verra. En tout cas, je vais vous présenter ça. Juste avant, je vais vous présenter aussi ma dernière lecture. Un point lecture miracle, Angéline a réussi à finir un livre. Je dois lire un livre par mois à tout péter, c'est quand même assez catastrophique, mais j'ai, je vous le rappelle, 2 entreprises à gérer, n'est-ce pas? Muse, qui me prend beaucoup de temps, et mon application qui est sur le point de sortir. Je vous ai dit dans la dernière vidéo, j'espère que dans la prochaine vidéo, je pourrai vous dire qu'elle est sortie, vous demander de la tester. C'est pas encore le cas, mais elle devrait sortir là, la semaine prochaine, quoi. C'est-à-dire la semaine du, je sais pas combien. On est quoi? On est jeudi 8, bah, la semaine d'après, vous voyez. Donc mi-décembre, je ferai une vidéo spéciale à ce sujet. Donc dès que vous voyez une vidéo postée avec un titre grand changement dans ma vie, je vous raconte tout, un truc du style, précipitez-vous dessus parce que je vais vous présenter l'application, je vais tout vous expliquer. Je vais vous dire comment j'ai eu l'idée, qu'est-ce qu'elle fait cette application. Je vais vous montrer un petit peu rapidement comment vous en servir. Et je vous demanderai, vous allez avoir l'honneur, le privilège peut-être, d'être les toutes premières à aller crash tester l'application. C'est-à-dire que je vais la mettre en ligne, enfin elle va être mise en ligne, et avant de la faire connaître au monde, pendant 48 heures, il n'y a que la communauté Muse qui y aura accès. Et vous allez pouvoir donc télécharger l'application, un peu la tester dans tous les sens. Vous allez voir, il n'y a pas 50 trucs à tester, donc ça va aller vite pour vous, en 5 minutes c'est fait. Mais comme ça, si vous voyez des petits bugs, machin, vous allez pouvoir nous les remonter. Et parmi toutes les personnes qui vont s'inscrire pendant ces 48 heures, comme il y aura que la communauté Muse, il y aura un tirage au sort. Et l'une d'entre vous, pour vous remercier de votre soutien, engouement, machin, d'être allé tester ça, nous avoir fait des retours et tout, l'une d'entre vous gagnera une carte cadeau Muse d'une valeur de 100 €. Voilà, à dépenser sur le site en remerciement. Donc ça sera peut-être vous. Alors surveillez bien les vidéos YouTube. J'ai très hâte. Très hâte que ça arrive. Voilà, en ce moment ça me prend, on a des réunions tous les jours avec mon développeur principal, celui qui travaille le plus sur l'application. Depuis, on avait une réunion par semaine, puis là on a une réunion par jour depuis au moins 3 semaines, un mois. Donc ça fait du boulot, plus Muse, mais alors qu'est-ce que j'ai hâte. Bref, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Je vous tiens au courant, comptez sur moi. Ensuite, je vous montre la lecture que je viens de terminer. C'est Le Chant des Géants de David Bry, B-R-Y, publié chez L'Homme sans nom, dans une version hardcover, qui était, je dois le dire, très agréable à lire, parce que, alors, je suis pas fan de... Moi, j'aime pas trop quand il n'y a pas de jaquette. J'avoue que j'aurais préféré cette couverture-là, avec plein de dorures, vous voyez, que tout ça, là, ça soit des vraies dorures. Ça aurait rendu super. Par contre, le plaisir de pouvoir ouvrir un livre, là, en grand, genre à plat, même plus qu'à plat, et ne pas casser le dos. Voilà. Confort de lecture, très bien, surtout qu'il est assez léger. Bon, il fait que 300 pages, mais il y en a qui font 300 pages et qui sont quand même plus lourds. Celui-là, il est quand même assez léger, les pages sont assez légères. Et bonus que moi j'adore, le ruban, là, le signet. Ce qui fait que on n'a pas besoin de mettre de marque-page dedans, parce que moi, je ne suis pas une grande fan de marque-page. Je trouve ça un peu pénible, voilà. Donc, vous savez que j'ai mes petits marque-pages origami que je me suis fait en coin, etc. Donc,
à la limite ça va avec cela. Mais bon, les marque-pages de manière générale, je trouve ça un peu pénible. Des fois je me rappelle, j'essaye même de me souvenir à quel chapitre j'en étais et j'en mets même pas. Mais bon, donc là, très bien. Et concernant la lecture, je vous ai déjà fait le résumé. Enfin, je vous ai déjà lu le résumé quand je l'ai reçu. Je vous fais le topo, c'est de la fantasy, mais fantasy soft, c'est-à-dire qu'il y a des petites pointes de fantasy, mais voilà. C'est pas le cœur de l'intrigue, hein, la fantasy là-dedans. On va être plutôt dans une histoire de bataille, ça se passe à l'équivalent du Moyen-Âge version fantasy, quoi. Enfin, il y a des châteaux et des seigneurs et des royaumes. Et en fait, on va suivre, on commence l'histoire avec deux frères, Ianto et Bran, et on va suivre Bran tout au long du roman. Et il va y avoir en fait une rivalité entre les deux frères qui va naître et qui va voilà, déclencher des batailles, n'est-ce pas? Jusqu'au dénouement final. J'ai beaucoup aimé la façon dont c'était construit. En fait, c'est un... On nous lit l'histoire, en fait, on comprend que c'est un conteur qui lit l'histoire à des... on va dire à des personnes autour de lui, dans un endroit. En fait, j'ai compris plus tard que il y avait deux conteurs, mais je crois que je ne l'avais pas capté dans le truc, mais en fait, depuis le début, je crois qu'on voit. En fait, il y a deux conteurs qui lisent, et donc, en fait, on passe au compteur et on nous dit, voilà, il racontait ci, il faisait ça, tout le monde l'écoutait dans l'auberge, et voilà, et retournons à notre histoire, ou voilà. Et en fait, il n'y a pas de... Les chapitres, ça s'appelle pas chapitre 1, chapitre 2 et tout. Moi, j'ai trouvé ça génial. Je vais garder l'idée. En fait, vous voyez, par exemple, bon, je vais pas aller au chapitre 19 pour pas trop vous spoiler non plus, mais chapitre 9, au lieu d'y avoir un titre au chapitre ou juste d'y avoir marqué 9, il y a marqué « Sur une plaine d'herbe et de ronces ». Donc, on a toujours le lieu en haut. Et après, un matin d'été. On a à quel moment de la journée ça se passe. Et je trouve ça trop chouette parce que du coup, on voit ça. Puis après, on vous dit, par exemple, dans une auberge dans le royaume de Lonan. Et là, on sait que... Ah, ok, donc là, on voit la version du conteur. Ils appellent ça un conteur qui est en train de raconter l'histoire aux villageois. Et en fait, donc... c'est lui qui raconte l'histoire aux villageois. On a ces bribes là où on comprend qu'il les raconte. Et ensuite, il dit « Je vous raconte la suite de l'histoire » et on passe au chapitre d'après. Donc voilà, c'est construit sous la forme de « quelqu'un vous le raconte ». Et en fait, on comprend dès le début que la personne qui le raconte lui, il est déjà à la fin de l'histoire. Et il vous raconte tout ce qui s'est passé depuis le début du livre jusqu'à arriver à la fin du livre où en fait, là, il vous parle comme en direct et l'histoire est finie. Je sais pas si c'était très clair. Mais donc, j'ai beaucoup aimé ça. Il y a beaucoup... Enfin, beaucoup... Oui, il y a quand même pas mal de scènes de bataille relativement explicites. Hein. Donc, bon, âme sensible, s'abstenir là-dessus, surtout qu'elles sont... Il y en a 3 grandes scènes de bataille, puis elles sont décrites un peu en longueur et tout. Moi, c'est la première fois que je lisais ça, des scènes de bataille. Et honnêtement, j'ai trouvé ça... Enfin, on y était, quoi. Vous voyez, on y était, on le vivait. C'était assez... passionnant comme récit, c'est très bien écrit. Alors après, c'est écrit, ce que j'appelle un peu écrit à la façon masculine, c'est-à-dire que vraiment, moi j'ai quand même tendance à reconnaître les écritures féminines des écritures masculines, dans le sens où, vous voyez, vous lisez La Passe Miroir, qui est juste là, vous savez que c'est une femme qui l'a écrit, dans la façon, dans la délicatesse un peu dans laquelle c'est écrit. Bah là, on a des scènes de combat, puis des fois on a des phrases plus courtes, vous voyez, ça va être un peu plus saccadé, avec des répétitions, des effets de style, de répétition, voilà. Donc, pourquoi pas, c'est très bien. Moi, c'est pas mon style préféré, mais franchement, ça le fait très bien. Le seul point, je pense, qui m'a un peu frustrée, c'est que autant j'ai trouvé l'histoire super bien construite, à la fin, le dénouement, on se dit... bon, et alors finalement... Et en fait, ce qui m'a un peu frustrée, c'est qu'à la fin, il y a quand même un élément important, un peu ce que j'ai trouvé un peu presque enfin, pas le seul élément de fantaisie, mais l'élément imaginaire presque le plus présent et le plus mystérieux tout au long du récit. Et à la fin, j'ai été un peu en mode... En fait, je me suis demandé pourquoi il est... J'ai pas compris trop... Enfin, j'ai compris pourquoi il était là, mais on nous explique pas comment... Enfin, comment dire? On nous dit un peu juste comment cet élément finalement est apparu, quoi. Genre qui l'a fait apparaître, vous voyez. Mais c'est tout. Et là, j'étais là. Et alors? Et alors? Parce qu'en fait, j'en attendais, moi, j'attendais qu'il y ait toute une révélation à propos de ça et
une évolution à propos de cet élément assez majeur dans l'histoire. Et non. Et du coup, tout le reste, en fait, tous les autres éléments qui ont été disséminés dans le roman, à la fin, on a nos réponses. Et pas celui-là, quoi. Donc, on a nos réponses sur les personnages, qu'est-ce qu'ils deviennent, pourquoi tel truc, qui était le conteur ou qui étaient les conteurs, pourquoi ils l'ont raconté, comment... En fait, on a vraiment le tableau global du déroulé voilà, de la vie des personnages et tout. Mais cet élément mystérieux, imaginaire, quoi, qu'il y avait depuis le début et qu'on nous tendait un peu en suspense, je suis un peu restée sur ma faim. J'étais en mode... Et on nous dit rien à propos de ça. C'était juste là. On nous dit rien. Et il y a même un moment, un personnage qui a une sorte de révélation on comprend qu'il comprend ce que c'est cet élément et pourquoi il est là. Et on voit que ça le déboussole et tout. Puis après, ce personnage disparaît, puis il revient à la fin, il dit « j'ai compris à ce moment-là ce que c'était ». Et nous, il nous en dit pas plus, quoi. Il nous dit juste, voilà. Bon, voilà. Donc, ça a été mon tout petit bémol sur la fin. J'étais un petit peu, oh, tellement dommage, parce que j'ai passé vraiment un bon moment. Je vous le recommande quand même fortement, mis à part ce petit bémol pour moi. Mais c'était vraiment très chouette. Je me suis pas ennuyée. À la fin, par contre, au bout de la 3e scène de bataille... les batailles c'est toujours un peu pareil, vous voyez le truc. Puis comme elles sont quand même, elles tirent un peu en longueur, mais pas de façon, c'est pas qu'on s'ennuie du tout. Mais par contre, au bout de la 3e scène de bataille, c'est toujours un peu, évidemment, les mêmes adjectifs, les mêmes scènes qui reviennent. En gros, ils se font tous zigouiller, quoi. Donc, bon, au bout de la 3e, je me suis dit, ok, ça va que c'est la dernière, je voyais que j'arrivais à la fin. J'avais pas envie d'avoir une 4e scène de bataille qui était encore un petit peu similaire. Même si elles sont nécessaires, on comprend que c'est le... Voilà, c'est la réalité de ces personnes et tout. Donc, voilà. Mais c'était juste qu'il fallait, il en fallait pas plus, pour ma part. Donc, c'était bien que ça s'arrête là. Un tome, c'est parfait. C'est rare que je lise des histoires en un tome. Ça se suffit, c'est parfait. On a nos conclusions, sauf donc à la fin de cette... Voilà. Moi, j'aime bien les fins fermées. Donc là, on a une fin fermée. On sait ce qui se passe. Hein, voilà. Pour celles aussi qui sont comme moi, qui préfèrent les fins fermées, de manière générale. Fin ouverte, ça peut aller, mais il ne faut pas qu'elle soit trop ouverte en mode il se passe juste rien à la fin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, je vous le recommande. Très très chouette, Le Chant des Géants, chez L'Homme sans nom. Voilà. C'est tout pour ça. Je vous montre ensuite mes 3 livres pile de Noël. Donc, moi, vous comprenez que je ne peux pas lire beaucoup. Voilà. Entre mon travail et le fait que là, on a commencé la série mercredi et que voilà. Donc, généralement, je commence pas de série en ce moment parce que j'ai pas le temps sinon de lire. Là, c'est mon mari qui me l'a fait commencer et bon. Donc, mollo sur les livres. Hein. J'ai pas une pile à lire de 4 km prévue pour Noël parce qu'il reste déjà pas beaucoup de jours, hein, jusqu'au... Allez, on va dire, genre, on va tirer jusqu'au réveillon du jour de l'an. Il y en a un que j'ai déjà lu hier. Donc, j'ai un très court roman, un roman plus long et une BD. Après Le Chant des Géants, du coup, j'ai enchaîné sur la BD. Donc, c'est un chant de Noël, une histoire de fantôme d'après la nouvelle de Charles Dickens. C'est par José Luis Munuera, je pense. José Luis Munuera. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Voilà, belle BD de chez Dargo. C'était super. Honnêtement, c'était super. Si vous aimez, moi je sais que j'ai découvert. Donc vous savez, c'est la... Est-ce que ça s'appelle comme ça? Je sais pas quel est le nom. Est-ce que ça s'appelle un chant de Noël, l'histoire originale? Parce que là, c'est un chant de Noël et l'histoire de fantôme. Vous savez, c'est avec Monsieur Scrooge. Moi, je l'avais en cassette quand j'étais petit, en cachette VHS. Je l'avais en cassette VHS quand j'étais petite. C'était le Noël de Monsieur Scrooge, ça s'appelait. Et c'était avec les Muppets. Vous avez vu dans mon dernier vlog Halloween qu'on a regardé les Muppets version Halloween. Je trouve ça toujours aussi génial. J'avais ça en cassette quand j'étais petite. Le Noël de Monsieur Scrooge avec les Muppets, quoi. Donc vous connaissez peut-être. Si vous ne connaissez pas, c'est un célèbre conte de Noël, version un peu creepy, où en fait c'est donc Monsieur Scrooge qui est un quoi? Il a une... C'est une espèce de comptable... C'est pas un avocat, je pense que c'est une sorte de comptable.
ou l'équivalent de ce qui était un comptable au 19e siècle. Je ne sais pas trop comment ils appelaient ça là. Parce que je pense qu'ils appellent ça, ils travaillent dans une sorte de cabinet de travail. Bon, vous voyez, un mec qui faisait des trucs avec des chiffres, quoi. Et en fait, son associé Marley est mort depuis 7 ans. Et un soir de Noël, donc 7 ans plus tard, il revient le hanter, entre guillemets. Et il lui dit, Scrooge, tu n'aimes pas Noël, tu es un vieil aigri, tu es égoïste, tu ne penses pas aux autres, tu t'en fous, tu veux juste en mettre plein les poches et laisser mourir les miséreux. Tu ne peux pas continuer comme ça, sinon tu vas te perdre toi-même finalement dans cette vie. Donc ce soir, 3 fantômes viendront te rendre visite, le fantôme des Noëls passés, le fantôme des Noëls présents et le fantôme des Noëls futurs, pour te montrer ta vie d'avant, ta vie d'aujourd'hui et ta vie future, enfin, et les Noëls futurs quand tu seras mort, en gros. Et voilà, et essayer de le remettre un peu en question. Donc c'est une adaptation de ce conte de Noël où Monsieur Scrooge est interprété, je peux pas dire joué, mais représenté, incarné par une femme qui s'appelle Elizabeth Scrooge, je crois. Du coup, Elizabeth, oui, Elizabeth Scrooge, qui n'est pas du tout une parente du Monsieur Scrooge original, mais voilà, elle est dans ce conte-là. Monsieur Scrooge est en fait Madame Scrooge, et elle est plus, en fait, c'est plutôt une jeune femme plus moderne. Je sais pas si on peut dire de notre époque. Je crois que oui, parce qu'au début ils disent et la voilà projetée dans le 19e siècle. Voilà, donc je pense que c'est une jeune femme. Avec, je sais pas si on peut dire de notre époque, mais en tout cas avec toute la conscience de notre époque, conscience féministe, etc. etc. Et donc, elle a une analyse de ce qu'elle va voir, ce que les fantômes du passé, du présent et du futur, de Noël futur, vont lui montrer. Une analyse peut-être plus critique, plus actuelle, plus mesurée, plus... voilà. Donc, c'était vraiment très chouette. Ça ne gâche rien au plaisir. Il y a une jaquette. Voilà, moi je sais pas pourquoi je trouve ça trop joli quand il y a une jaquette et dessous c'est des flocons, on va dire. Et là aussi, et ce que j'ai aimé, c'est que là, toute petite originalité, ça peut paraître idiot, c'est pas là. J'ai bien aimé là, leur choix de mettre au milieu le nom. Je trouvais ça très chouette. Et ce que j'ai aimé par-dessus tout, ce sont les dessins. Moi j'aime bien les dessins qui sont très détaillés dans les BD. Et là, c'était, bon là on voit donc les fantômes. Si vous avez vu le Noël de Monsieur Scrooge en film, ben moi je l'avais en version avec les Muppets. Je sais pas s'il a, enfin il y a sûrement eu d'autres adaptations, mais voilà. On voit le Londres du 19e siècle, très détaillé. La première image, je me suis limite demandé est-ce que je l'arrache de la BD pour sacrilège, pour l'encadrer, tellement je la trouvais belle. Vous voyez, voilà, moi c'est le genre de... déjà j'adore ce qui se passe à Londres, en Angleterre en règle générale, au 19e siècle, voire au 18e siècle. J'aime bien cette atmosphère un peu sombre, brumeuse, je trouve ça très esthétique. Voilà, donc génial, très fidèle quand même au conte d'origine, hein. Juste un petit peu revisité à la version féminine et avec un sens critique un peu plus moderne peut-être, mais sinon très fidèle à l'original, des dessins magnifiques, trop beau. Et c'est publié chez Dargaud. Voilà, les 2 autres livres de ma pas de ma wishlist, de ma pile à lire de Noël, je ne les ai pas encore lus, donc je vais les commencer ce soir. Le premier, c'est un tout petit roman, donc c'est pour ça que j'ai pu l'inclure, parce qu'il était justement tout petit. Il fait 150 pages environ. C'est un roman d'Anne Perry, Un Noël à Eaton Square. C'est chez 10-18. Je trouve la couverture trop cute. Trop cute. Devant la vitrine d'un grand magasin avec une illustration à nouveau très détaillée. Avec les toits là qu'on voit en transparence. Trop chouette. Donc, quand repas de fête rime avec enquête, Noël approche chez les Harcourt. Dans la grande demeure, des objets disparaissent. La jeune Millie craint de perdre son poste de domestique et supplie Gracie, gouvernante chez le célèbre couple d'enquêteurs Pitt, de tirer cette affaire au clair. Prétendant remplacer Millie, Gracie s'infiltre dans la demeure des Harcourt. Mais entre les secrets bien gardés et de ces derniers, les vols et les rivalités, la gouvernante n'est pas au bout de ses surprises.
Voilà, donc, comment vous dire? Moi, ça me tente. C'est sorti en 2022. Voilà. Anne Perry, je crois que j'ai vu ce nom passer sur plein de couvertures. C'est juste que moi, je n'ai jamais lu cette autrice. Mais je crois qu'elle est très connue. Et puis, généralement, quand c'est écrit en gros sur les livres, c'est que les auteurs ou autrices sont... voilà, plus connus que le titre du livre qui vient de sortir. Donc, ça va être une de mes lectures. Je vous en reparle donc bientôt. Et la troisième, ça sera Petit meurtre à Endgame, que je vous ai déjà présenté dans un précédent book haul. C'est de Alexandra Benedict chez Charleston. Bon, Charleston, vous avez tout de suite reconnu. Et alors, celui-là, j'ai tellement envie de le lire. Voilà, bon, du coup, je vous l'ai déjà présenté, mais c'est... en gros, il y a une maison, des cousins, un héritage à la clé qui est de, je crois, gagner le manoir, quoi. Voilà, d'acquérir le manoir parce que la tante qui habitait là est décédée. Et donc, il va y avoir tout un jeu de pistes, etc. Dans une espèce un peu de huis clos dans le manoir et dans les jardins, je suppose, où les cousins vont finalement devoir un petit peu s'affronter. Et comme on le voit au titre, ça risque de dégénérer. Voilà. D'après ce que j'ai un petit peu pu lire aux avis qu'il y a derrière, est-ce qu'il y en a là, c'est un peu à la Agatha Christie. Il y a Angélique de Mademoiselle Chachali qui dit un cosy mystérie de Noël avec un petit air d'Agatha Christie. C'est exactement ce que j'aime. Moi, j'ai adoré Les 10 petits nègres. Merci pour votre commande. J'ai adoré Les 10 petits nègres. Pardon, pour celles qui me rejoignent, quand je dis merci pour votre commande, c'est de la marque de vêtements Muse, qui est ma marque de vêtements littéraire. Bref, je pense que la plupart d'entre vous le savent. Mais si vous êtes nouvelle, vous devez vous dire quelle commande, qu'est-ce qu'il y a à acheter. Donc voilà, j'aime trop moi Les 10 petits nègres où ils étaient 10. D'ailleurs, j'ai dit à mon mari la dernière fois, oui, je lui ai raconté que ça avait changé de nom. Et du coup, on est un peu allé voir. Parce que je dis, mais c'est quand même bizarre parce que c'est pas tant. Enfin, ils ont changé de nom, mais en fait, pourquoi qu'est-ce que je disais? Je disais, je comprends pas pourquoi initialement ils l'ont appelé Les 10 petits nègres, alors que si on traduit un peu mot à mot le titre original en anglais, c'était et soudain il n'en resta qu'un, quelque chose comme ça. Référence aux petites statues et aux habitants de la maison. J'étais là, pourquoi ils ont appelé ça Les 10 petits nègres? C'est tellement chelou. Tu sais, quand ils repensent, tu te dis, oui, ils auraient pu appeler ça Les 10 petites statues, les 10 petites figurines, les 10 petits monsieur, pourquoi les 10 petits nègres? J'ai compris qu'elles étaient noires, les statues, mais c'était quand même bizarre. Donc on voit hein, les différences entre les époques de langage et de... Hein, voilà, c'était, ça nous a un peu surpris, c'est vrai, quand on s'est fait la réflexion. Mais voilà, donc ça c'est pour mes 3 livres de Noël. Voilà, je vous remontre si jamais ça vous tente. Voilà, et Le Chant des géants, donc, que j'ai terminé. On passe au petit... suite du book haul, du coup, on l'a commencé là avec les 2 autres, là, mais... donc, j'ai reçu de la part des éditions Hauteville 3 de leurs collectors Jane Austen, sachant qu'ils ont d'autres collecteurs de d'autres auteurs. Je sais qu'ils ont Gatsby le Magnifique, ils ont Madame Bovary, enfin bref, ils en ont d'autres. Mais ils ont tous, ou quasiment tous, les Jane Austen. Et ils ont choisi de m'envoyer les Jane Austen pour l'une des cases du calendrier de l'Avent. C'est la case numéro 10. Donc vous pourrez gagner ces 3 romans. Je ne vous fais pas les résumés parce que c'est tout simplement Persuasion, Emma et Raison et Sentiment de Jane Austen. Donc vous connaissez, de toute façon il n'y a même pas les prix là. Les prix, il n'y a même pas les prix. Je dis ça parce que justement il y a le prix. Il n'y a même pas les... Il faut que je les enlève d'ailleurs. Il n'y a même pas les résumés. Mais bon, hein, c'est des classiques. Regardez comme c'est beau dans la bibliothèque. Je suis fan. Voilà, très très beau. Ils ont tous leurs petits rubans, donc de la même couleur que les petits, la petite reliure ici jaune. Ah ben jaune, et ils sont tous jaunes. Donc ils ont tous leurs petits rubans, ça j'aime trop. Donc vous allez pouvoir les gagner dans la case 10 du calendrier de l'Avent du compte Instagram de Muse. Donc musebook.club_fr. Vous avez le lien, oui,
le lien, en tout cas le petit arrobas dans la description de la vidéo, si jamais. Mais c'est en musebook.club_fr. Et vous allez pouvoir les gagner avec le t-shirt Jane Austen, comme c'est original. Vous savez, celui, vous pouvez aller voir sur le site musebook.club, c'est celui où il y a la tête de Jane Austen en bleu, en silhouette, où à l'intérieur de son visage, on voit la première page, le texte de la première page de Orgueil et Préjugés, avec marqué en dessous Jane Austen, voilà. Donc, vous allez pouvoir gagner ce t-shirt. Et ces 3 beautés, c'est vraiment des merveilles. Hein. Je les veux tous. Il y en a d'autres dans la collection, je les veux tous. Allez, avec un peu de chance, on pourra faire un autre concours en janvier en offrant 3 de plus pour compléter. En tout cas, ils sont magnifiques, vraiment. Allez, ça, ok. Ensuite, j'ai reçu tout à l'heure de la part de Point les 4 livres qui vous ont sélectionné pour également une case du calendrier de l'Avent, qui sera vers la fin du mois, je crois. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont envoyé? Par contre, ils sont arrivés un peu tous abîmés, c'est trop dommage. Même pour les photos, ça va pas faire... bon. Enfin bref, La Cité des Jarres de Arnaldur Indridason. C'est écrit aussi en gros, donc je suppose qu'il est connu. Alors par contre, cette couverture irisée, c'est trop beau. Et il y a tout un jaspage orange là, qui va avec ce orange là. C'est chouette. Hein, voilà, donc c'est chez Point. Vraiment, cette couverture irisée là, c'est vraiment beau. Alors, le visiteur a laissé un papier griffonné posé sur le cadavre. L'inspecteur Erlendur est agacé. Encore un de ces meurtres idiots, typiquement islandais. Impossible pour l'heure de soupçonner l'horreur qui l'attend. Je pense que c'est que des thrillers dans le froid, qui se passent dans le froid, qui nous ont sélectionné. Je pense, on va voir ça ensemble, mais je pense, vu, j'ai juste regardé de loin, mais ouais, je pense que oui. Donc, thème Noël, non, là, les meurtres, c'est pas thème Noël, mais c'est de saison, on va dire, voilà. Non pas que les meurtres soient de saison, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais ça se passe dans le froid, donc ça c'est cool. Ensuite, on a L'eau rouge de Jurica Pavi, je sais pas comment ça se prononce, Pavi, bon, en français on dirait Pavisic, mais en islandais ou en je sais pas quelle langue c'est, parce que je vois les accents sur le C. Je sais pas. On va voir. Alors, prix du meilleur polar, sélection 2023. Grand prix de la littérature policière. Prix Le Point du polar européen. Prix Libre à nous polar. Prix Transfuge du meilleur polar étranger. Prix Mystère de la critique. Ça va? Je pense que vous allez aimer ce polar. Parce qu'apparemment, waouh, il a été apprécié. Alors, en 1989, lors de la fête des pêcheurs à Misto, Silva, 17 ans, disparaît sans laisser de traces. Dans ce bourg de la mer Adriatique, les hypothèses vont bon train. Silva a-t-elle été enlevée, assassinée? S'est-elle simplement enfuie du pays? Mais l'histoire, avec un grand H, est en marche. Le régime de Tito s'effondre et la guerre civile menace. Au milieu du chaos, l'affaire est classée. Matt, M-A-T-E, son frère jumeau, poursuivra ses recherches sans relâche. Dans un style éblouissant, l'auteur déploie en parallèle les bouleversements de la société croate sur 3 décennies. Croate. Rien à voir avec... qu'est-ce que j'ai dit? Islande. L'auteur, il est critique de cinéma. Donc, son roman, il a été couronné par 5 prix prestigieux. Ça, on l'a vu. Traduit du croate. Ouais, ben non, ben c'est en Croatie alors. En Croatie. Qu'est-ce qu'on... Est-ce qu'on dit quelque chose de plus? Bref, c'est une nouveauté là. J'aime bien ce qui a marqué prix Polar 2023, on est encore en 2022. Ça me fera toujours rire ce genre de truc, genre allez, on avance d'une année. Vas-y, on prend de l'avance. Alors, ensuite, le troisième que vous avez gagné, donc à la fin du mois, dans le calendrier Levant. Celui-là aussi, c'est un prix du meilleur polar sélection 2023. Une des étoiles montantes de l'Islande. Prix Blackbird numéro 1 des ventes en Islande. Pays froid. La couverture est quand même très belle. On voit le lac de glace, comme on a ici au Canada. Je ne marcherai jamais dessus d'ailleurs. S'il y en a qui font du skidoo, là, de la motoneige,
ou du patin, ou du ski sur les lacs gelés, ou du chien traîneau d'ailleurs. Jamais de la vie je fais ça. Parce qu'à tout moment tu passes... Il y a des trucs, il faut vraiment le savoir, parce que je sais qu'il y a des gens qui font ça, ils entendent au son de la glace. Parce que vous savez, la glace, ça fait des... Ça fait des fissures là, quand vous passez. Et au son de la glace, il jauge où il passe et tout. Et bref, tu passes pas sur un lac gelé si tu connais rien, genre oh, je vais traverser, c'est cool. Non, 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 tu fais pas ça. Voilà, parce que le problème, c'est que vous tombez dans l'eau, ça casse, vous tombez dans l'eau. Puis non seulement vous pouvez mourir de froid si vous n'arrivez pas à ressortir, mais c'est surtout que souvent vous tombez, vous passez dessous, et en fait le courant dessous vous emporte sous la glace et vous ne pouvez plus remonter plus loin. C'est pas vous tombez dans le trou et puis vous remontez et puis vous sortez. Ou alors, si vous avez de la chance, des fois, vous juste... Bon. Donc, si vous allez au Canada, ne faites jamais ça. Voilà. Ou dans un pays froid. Ok. Elma ne pensait pas revenir un jour habiter à Akran, sa ville natale. Affectée au poste de police locale, cette ancienne inspectrice de la brigade criminelle de Reykjavik, qui est donc maintenant, je le sais, la capitale de l'Islande, puisque ça fait plusieurs romans qui se passent là-bas, que j'ai reçus et que je vous ai déjà présenté dans les précédents calls. Ou unboxing, a fui une histoire d'amour qui l'a laissé en miettes. Lorsque le cadavre d'une femme est retrouvé gisant au pied d'un phare, de terribles secrets pourraient bien ressurgir du passé. Dans ce petit bourg islandais à l'atmosphère oppressante, le salut viendra-t-il pour Elna de son collègue Sævar? Voilà, donc pour celles qui aiment les polars du froid, je pense que ça va faire le job. Et ensuite, en dernier, la petite étiquette. C'est le serment de Artu ou Artu Tuominen. Bon, pareil, je ne sais pas comment on prononce ce nom. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? La nouvelle claque venue du Nord. Alors, Grand Prix du meilleur polar finlandais. Donc, islandais, finlandais, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Croate. Et le premier, c'était où? On ne sait pas. Celui-là. C'était quoi? Islandais. Islandais, finlandais, croate. Ils sont trois. Le cadavre lardé de coups de couteau, le suspect aux mains ensanglantées, errant à l'orée d'un bois, et l'inspecteur en charge de l'enquête. Bon, déjà c'est un bon début, vous me direz. Trois hommes qui se connaissaient, mais ne s'étaient pas revus depuis 27 ans. Charmant les retrouvailles. Depuis leur enfance où un pacte de sang avait été scellé. Ah, les problèmes. Et oui, ça vous rattrape ces histoires. Des prairies sauvages de Finlande ressurgissent les traumatismes du passé. Et donc, le nom de l'auteur, je ne sais pas comment il se prononce toujours, offre un roman noir puissant, hanté par les conflits entre morale et poids du secret. Voilà. Et il a reçu le Grand Prix finlandais du meilleur polar 2020 et a été finaliste du très prestigieux Prix Clé de Verre 2021 du meilleur polar scandinave qui a couronné les grands maîtres du genre. Ok. Ben voilà, donc, les 4 que vous allez pouvoir gagner fin du mois dans le calendrier de l'Avent. Ensuite, sans transition aucune, je vous présente des petits 10-18 que j'ai reçus, qui là sont des services presse, c'est pas à gagner dans le calendrier de l'Avent. J'ai reçu l'étrangleur de Carter, je crois que c'était Carter, non? Carter Street, l'étrangleur de Carter Street. Ah, ben c'est Anne Berry aussi, voilà, ben j'en ai deux maintenant, j'en avais 0, j'en ai 2. Un mystérieux tueur étrange et... Pas du tout. Un mystérieux tueur étrangle et mutile des jeunes femmes dans le quartier huppé de Londres où vit la famille Ellison. À chaque fois que je demande des romans, ça se passe toujours à Londres. Franchement, il faudrait que j'élargisse un peu mon horizon. Où vit la famille Ellison. Alors que la menace se rapproche, la jeune et téméraire Charlotte Ellison se retrouve malgré elle au cœur de l'enquête aux côtés de l'arrogant mais séduisant inspecteur Thomas Pitt. Mais qui c'est qui était la famille Pitt là? Mais dis donc, Anne Perry, qu'est-ce que c'est cette histoire? Chez le célèbre couple d'enquêteurs Pitt. Est-ce que c'est les mêmes? Là, il y a un couple d'enquêteurs dont le nom de famille est Pitt, et là, au cœur de l'enquête, aux côtés de l'arrogant mais séduisant inspecteur Thomas Pitt. Ben, c'est lui, c'est sûr. C'est la même autrice. Ils sont inspecteurs, ils ont le même nom. Hein? Bon, on va pas nous la faire, non?
Dites-moi en commentaire si vous savez si c'est le même là, s'il vous plaît. Derrière les façades luxueuses de l'Angleterre victorienne, oui, j'aime trop, on a compris. Secrets et zones d'ombre ressurgissent à mesure que le danger guette. Bon, je veux vraiment savoir si c'est les mêmes, hein, parce que ça se passe au même endroit, visiblement à la même époque, si j'en juge par un. Il porte le même nom, il a le même métier. Et c'est écrit par la même autrice. Est-ce que quand même on n'aurait pas un début de quelque chose là? Bon, dites-moi. Éludez ce mystère, s'il vous plaît, en commentaire. Je serais ravie d'avoir la réponse. Alors ensuite, American Predator de Maureen Callahan, toujours chez 10-18. Grand prix de littérature policière, sur la piste du tueur en série le plus insoupçonnable des États-Unis. Alors, bon, moi, de manière générale, je ne lis pas de thriller. Ou alors, si je dois en lire un par an, c'est même pas... Voilà. Mais, bon, là, celui-là, ça se passait dans... Tu vois, il y a une sorte de romance au milieu, et puis Londres, victorien, blablabla. Donc je me suis dit, allez, et puis la couverture a fini de me convaincre. Et puis là, comme je suis très en ce moment, je veux savoir ce qui se passe dans la vraie vie, notamment en Europe ou là au Canada, enfin, ou en Amérique du Nord où je vis. Étant donné que c'est tiré d'une histoire vraie, ça m'intéressait de savoir. Bon, après, j'espère que c'est pas trop hardcore, c'est pour ça que je me suis dit, en livre, peut-être ça passe. Mais vous savez, par exemple, la série là sur le tueur qui s'appelle je sais plus comment là, sur Netflix, genre je l'ai pas regardé parce que ça me perturbe. Je me dis c'est impossible que ces gens soient fous à ce point. Et comme j'ai entendu, je crois que mon mari a commencé à la regarder, il a arrêté. Et j'ai entendu, non, et c'est lui qui m'a dit qu'il avait entendu plusieurs sons de cloche de gens qui l'avaient vu et que même des gens qui étaient habitués à voir ce genre de trucs. Donc déjà moi des trucs basiques, d'histoire vraie de gens qui étaient des psychopathes là. J'ai du mal, mais là il m'a dit même des gens qui étaient habitués, Dahmer, ils étaient pas bien quoi. Donc j'étais en mode no way, je regarde pas ça, c'est pas la peine. Et donc là, bon, je me suis mis un peu en danger en me disant, allez, donc voilà, je pense que je lirai peut-être pas tout de suite. Puis il y avait ça qui me rappelle quand même beaucoup chez moi, parce que c'est les paysages d'ici, avec les diners et les pick-up et les déneigeuses, enfin les trucs à style déneigeuse devant. Donc, vous voyez, je me suis dit, ah, bon, allez, bref, vous avez compris. J'ai été curieuse et en même temps, je sais pas si c'était un bon choix, mais bon, parce que j'aime pas trop les trucs comme ça, normalement. Bref, on verra. C'est l'un des tueurs en série les plus terrifiants des États-Unis. Pourtant, vous ignorez son nom pour l'instant. Alors, Anchorage, Alaska. Une nuit glaciale de février 2012, la jeune Samantha Koenig disparaît. Une caméra de surveillance raconte bientôt la suite de l'histoire. On y voit un inconnu armé enlever l'adolescente. La police lance une chasse à l'homme jusqu'à l'arrestation d'un suspect bien sous tout rapport. Honnête travailleur et père de famille, comment peut-il vraiment être impliqué dans cette affaire? Véritable enquête aux confins de la folie, American Predator raconte le parcours d'un psychopathe glaçant qui a sévi durant des années sur l'ensemble du territoire américain sans jamais être inquiété. En gros, moi, ce qui m'intéresse surtout dans ce genre de truc, c'est pour ça que souvent je lis pas vraiment de thriller parce que genre je veux pas lire des horreurs gratuitement, vous voyez ce que je veux dire, ça me met, enfin je sais pas, j'y trouve pas grand, ou alors il faut vraiment que ça soit, vous voyez, romancé. J'aime bien quand il y a des trucs genre les petits meurtres dans un manoir et blablabla, vous voyez, genre les 7 vies d'Evelyn Hardcastle. Où voilà, ils étaient 10, ou là, petit meurtre endgame, vous voyez, ce truc un peu, on sent que c'est pas vrai, quoi. Il y a pas de, en plus, même dans Evelyn Hardcastle, il y a un peu de magie, quoi, enfin de fantastique, voilà. Mais vraiment du thriller, un peu gore pour du thriller, non, c'est pas mon truc. Enfin, en tout cas, pour l'instant, j'en ai quand même une étagère complète, parce qu'avec les concours que j'ai fait, j'en ai reçu, et là encore, donc je les garde, et je me dis, bon, peut-être qu'un jour, ça me tentera. Mais j'ai l'impression que c'est quand même pas trop dans mon caractère. Mais là en fait voilà, le truc qui me tentait c'est issu d'une, enfin en fait on nous raconte l'histoire vraie sous forme de roman, mais l'histoire vraie, et en fait moi ce qui m'intéresse c'est de savoir, enfin d'essayer de comprendre, c'est peut-être un grand mot, mais d'essayer d'appréhender ne serait-ce qu'une bribe de qu'est-ce que ces gens ont dans la tête. Je veux savoir comment c'est possible d'être fou comme, enfin voilà. Vous voyez ce que je veux dire, comment c'est possible d'être fou en fait, de tuer les gens, enfin, allô,
Bon, ça, en fait, ça me dépasse tellement. Je dois avoir un esprit tellement, vous savez, sain, là, très carré, lumineux, que ça me dépasse. Donc, évidemment, je suppose que ça dépasse la plupart des gens. Mais j'ai envie de comprendre le monde qui m'entoure. Et ce genre de truc, ben, je sais pas. Voilà, je sais pas trop comment, je sais pas comment l'expliquer mieux. Voilà, je ne sais pas. Ensuite, j'ai reçu les 4 petits... Alors, ils ont appelé ça des collectors. En tout cas, c'est les 4 petites éditions particulières. 10-18, ils ont toujours des dos blancs ou bleu marine ou noirs. Là, ils sont colorés et illustrés. Et donc, les 4 m'intéressaient. Donc, eh bien, j'ai demandé les 4. Ça va aller sur mon étagère des classiques. Et je me ferai un plaisir de découvrir ça. Alors, celui-là, j'ai hésité. Je me suis dit, je le demande, je ne demande pas. Je n'étais pas sûre de comprendre ce que c'était. Puis, la curiosité m'a piqué. J'étais en mode, ok, bon, je veux découvrir ce que c'est. Puis, je vais le faire découvrir aux filles sur YouTube. Donc, c'est mon dictionnaire de cuisine d'Alexandre Dumas. Et alors, je l'ai feuilleté un peu et je suis toujours pas sûre d'avoir complètement compris ce que c'était. Alors, ça nous dit 300 g de recettes, 2 douzaines d'anecdotes mondaines, 3 cuillères à soupe d'histoire et une pincée de conseils diététiques. Aussi bon gourmet qu'il est humaniste, Monsieur Dumas s'est mis au fourneau et nous honore de ses préceptes culinaires avec art et esprit. Pour notre plus grand régal, à vos serviettes. Et Télérama dit, le temps a passé, l'œuvre reste d'une qualité exceptionnelle, où justesse des propos, humour et connaissance se conjuguent à merveille. Et alors en fait, dedans, c'est comme un dictionnaire. C'est-à-dire que vous avez les lettres en haut, A, B, C, blablabla. C'est classé par ordre alphabétique. Et en fait, vous avez des plats et des ingrédients. Je pense que c'est un mélange des deux. Là, c'est des ingrédients. Je trouve que c'est des ingrédients. C'est que des ingrédients. Que des ingrédients. Et de temps en temps, il doit y avoir des recettes au milieu alors. Vous voyez là, plum pudding, ragoût. Ouais, il n'y a pas que des ingrédients. Il y a des plats aussi. Et alors, comment vous dire? Vous voyez, c'est un peu comme un dictionnaire. C'est à moitié comme un dictionnaire, à moitié comme un roman. Vous voyez là. Et en fait, je sais pas trop. Il y a des fois, il va y avoir marqué. Par exemple, je vous lis escargot. Gros limaçon gris à coquille. La seule différence que les gourmands font entre les limaçons dépend des lieux où ils sont récoltés. Ceux de vigne sont plus recherchés, des meilleurs, blablabla. Vous voyez, donc des fois, j'ai l'impression que des fois, il va nous expliquer des trucs théoriques. Des fois, il va nous donner son point de vue sur des choses. Il va nous expliquer d'où ça vient. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un mélange. C'est un peu comme si quelqu'un, j'ai l'impression, avait écrit son propre dictionnaire de cuisine en mettant ses pensées sur chaque plat, qu'est-ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'il sait dessus, vous voyez, un peu, je pense que c'est un peu ça, et donc ça se, je pense que ça se, vous voyez, vous ne lisez pas en mode comme ça, je pense que ça se feuillette un peu au jour le jour, voire ça se garde pas loin de la cuisine, et quand vous piochez, voilà, j'ai vu passer brioche, quand vous piochez dans les placards quelque chose pour cuisiner ou quelque chose pour manger, ah ben tiens, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il dit sur cet aliment, et tu vois, ça peut être sympa comme un petit... Donc c'est plus, je pense, un petit livre à picorer, mais c'est étonnant, parce que j'ai jamais vu ce genre de format, de récit. Donc ça a piqué ma curiosité, et j'ai trouvé les illustrations trop jolies. Je crois qu'ils ont fait... ils ont fait des collaborations avec des illustratrices, que je crois que j'ai vu passer sur Instagram des concours où ils faisaient gagner 10-18 ces romans-là avec l'affiche de la couverture, et je crois, et il fallait suivre aussi l'illustratrice, et donc voilà, je pense que c'est la même illustratrice qui a tout fait, non? Ça se peut, hein, ça se peut. Ensuite, Orgueil et Préjugés, voilà. Je me rends compte que les Jane Austen, je commence à en avoir une flopée d'éditions. J'ai les 10-18. Là, donc j'ai des Hauteville, comme je vous ai montré. J'en ai de... Ah, vous les voyez pas, ils sont derrière, vous savez, mes petits livres rouges avec les tranches dorées. Là, j'ai celle-là encore chez 10-18, mais dans une autre édition. Jane Austen, je commence à en avoir partout. Je n'en ai pas lu un seul. Non, mais vous le croyez? J'en ai plein d'éditions. Je n'en ai toujours pas lu un. Je vais le faire, je vais tous le dire. Et comme je lis comme un escargot, c'est compliqué. Donc voilà.
D'ailleurs, Orgueil et Préjugés, parce que là je vois Elizabeth Bennet, voilà. Donc je vous fais pas le topo d'Orgueil et Préjugés, hein, quand même. Romance entre Elizabeth Bennet et Monsieur Darcy. Le roman le plus célèbre de Jane Austen. Voilà, la nouveauté d'hier sur Muse, je vous les mets même plus en vidéo tellement j'ai pas le temps. La nouveauté d'hier sur Muse, c'est un petit cœur. Et autour en rond, il y a brodé Elizabeth, Love, Darcy, Love, Elizabeth, Love, vous voyez, ça tourne en boucle. Donc allez voir sur Muse si ça vous tente. Il y en a plein des trucs Jane Austen d'ailleurs sur Muse. Voilà, donc je voulais juste vous montrer cette nouvelle édition. Je vais mettre mes Ugg parce que j'ai froid aux pieds. Je suis en t-shirt parce qu'il a fait soleil aujourd'hui. Je crois que je vais finir par mettre un sweat. Ensuite, une chambre à soie de Virginia Woolf. Je sais pas si on dit Woolf ou Wolf, c'est Woolf, non? Voilà, parce que j'en ai entendu parler 1000 fois, mais je ne l'ai jamais lu. Donc, je voulais le lire, tout simplement. Et j'ai profité qu'il soit dans une super chouette édition pour le demander. Voilà. Donc, bravant les conventions avec une irritation voilée d'ironie, Virginia Woolf, je suis désolée si on ne dit pas Woolf, rappelle dans ce délicieux pamphlet comment, jusqu'à une époque toute récente, les femmes étaient placées sous la dépendance spirituelle et économique des hommes et nécessairement réduites au silence. Il manquait à celles qui étaient douées pour affirmer leur génie de quoi vivre, du temps et une chambre à soi. Voilà. Donc je vais découvrir ce petit, comment dire, c'est un essai. Et ensuite, pour finir chez 18, Été de Edith Wharton. Voilà, avec toujours une illustration trop choupinou. Donc, le village de North Dormer, en Nouvelle-Angleterre, abrite une communauté puritaine au sein de laquelle la belle Charity vit et surtout s'ennuie. Adoptée enfant par le notable du village, c'est peut-être ça, Scrooge, notable, non? Quelque chose comme ça. Charity est née dans la montagne, un endroit dont on parle tout bas, et en se signant. Un lieu sauvage qui a dû la marquer de son empreinte. Son insaisissable différence attire immédiatement l'attention du jeune architecte de la ville, venu se perdre à North Dormer. Très vite, trop vite, Charity s'éprend passionnément de lui. Et donc on dit, admiré par Henry James, considéré par Joseph Conrad comme le plus beau roman d'Edith Wharton, parfois comparé à Madame Bovary, Été fit scandale à sa parution en 1917. Et moi, c'est ce genre de petite anecdote qui fait que j'ai envie de le lire. Parce que, pourquoi ça a fait scandale? J'ai envie de savoir. Voilà. Donc, c'est ça pour les petits 10-18. Ensuite, j'ai reçu 2 précommandes que j'ai faites de Saxus. Il me reste plus qu'une seule précommande à l'heure actuelle à recevoir, que j'ai fait il y a des mois. La première que j'ai reçue, c'est La malédiction d'Excalibur, l'ascension de Camelot, livre 3. Donc je suis contente parce que série terminée, finie, j'ai tout acheté d'avance, voilà. Et par contre, je suis généralement pas fan de manière générale, des livres en mode glossy. Mais alors celui-là, par contre, de Saxus, ça fait un travail. C'est-à-dire qu'il est glossy et par-dessus, ils ont mis des éléments irisés. Ce qui fait que ça donne un rendu absolument sublime. Sur les autres tomes, je crois que c'est encore plus voyant. Donc, je trouve que ces livres-là, choix trop malin, quoi. Choix trop malin, ils ont une vraie esthétique grâce à ça. Je trouve ça trop beau. Ici, vous avez les petits... C'est quoi, là? C'est la fin de l'illustration. Et là aussi, originalité, ils ont choisi des couleurs que je ne vois pas passer généralement. Un vert un peu kaki et un fer chaud violet. Ce genre d'originalité, moi j'aime bien. Voilà, je trouve ça cool. Ça me plaît. Et puis voilà, il y a une jaquette et des marquages au fer chaud. Donc c'est mon truc, vous voyez le truc. Et donc ça... Oui. 1, 2, 3, fini! Voilà, fini les précommandes, ça c'est fait.
satisfaction d'un tome 3 qui termine une saga et que je sais que c'est bon, je les ai eus. Ok, j'aurais pas une saga dépareillée. Voilà, et double satisfaction puisque nouveau tome 3, nouvelle fin de saga. Attends, j'ai un doute. C'est pas celui-là que... Non, la trilogie d'Aevabad. D'Aevabad, livre 3. Donc ça, c'est bon. C'est lequel qui a finalement 4 tomes? Je croyais que c'était celui-là, mais non, il a marqué la trilogie. Donc fini, quoi. Donc c'est l'Empire d'Or, le livre 3 de la trilogie d'Aevabad, je l'ai dit, de S.A. Chakraborty. C'est quoi? Je l'ai dit, là? Non. Kirsten White pour Camelot. Et d'ailleurs, maintenant que j'ai lu Le Chant des Géants et que j'ai commencé à me familiariser avec les scènes de bataille et ce qui se passait à l'époque du Moyen-Âge, et que j'ai vu que cette époque-là, j'aime beaucoup. Et ben, c'est cool parce que du coup, j'ai très envie de lire ça maintenant. Voilà. Donc juste, je vous le montre, mais bon, vous l'avez sûrement vu passer, je suppose, un peu partout, puisque moi, au Canada, je dois être la dernière personne à le recevoir. Mais bon, voilà, là aussi... je trouve qu'ils ont fait un très très beau travail. Il manque plus que le petit signet là et puis c'est parfait quoi. Sur certains livres ils ont fait le choix de mettre des pages un peu fines, ce que moi j'aime pas. Mais sur celui-là, non, sur celui-là on est bien. Donc c'est cool. Les pages un peu fines d'ailleurs je les ai surtout vues sur le... Comment ça s'appelle? L'Empire du Vampire. Et peut-être même... Chasseur de flammes, je sais plus. En tout cas, on va boucher un trou. Regardez la satisfaction que vous allez avoir avec moi. Oui, oui. Et voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fini. Je suis bien contente parce que, voilà, j'aime pas trop le truc des précommandes, là. Vous le savez. Je comprends le principe, mais j'aime pas trop le subir, donc, en tant que consommatrice, pour le coup. Mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Voilà, c'est comme ça. Le seul truc, c'est que... Donc maintenant, il me manque plus que... Là, vous voyez, il y a un trou là. Il va pas être assez grand. Il y a le tome 1 de Sarah J. Maas. Maison de la Terre et du Sang. Il y a le tome 2 qui sort... Ah ben aujourd'hui, le 8. Sauf que moi, je dois le commander sur Amazon France. Parce que ici, ils ne l'ont pas. Au Canada. Super, ils l'ont qu'en anglais. Donc, frais de douane et machin. Et en plus, il me prévoit de me l'envoyer à la fin du mois. Alors bon, il est commandé depuis, je sais pas, cet été au moins, je crois. Puis là, je vais l'avoir fin décembre. Bon. Mais en tout cas, je ne sais... Je pense pas que ce soit une duologie, celle-là. Si vous le savez, je veux bien que vous me le disiez. Que vous me le dites. Que vous me le disiez. En commentaire. Je pense pas que ce soit une duologie. Parce que souvent, ils disent le dernier livre de... Et là, sur leur publication, j'ai pas lu ça. Donc je suppose que c'est au moins une trilogie, ça veut dire qu'il m'en resterait au moins un à acheter. Et ensuite, je pensais que j'avais terminé. Mais j'ai appris récemment que l'Empire du Vampire, c'est une trilogie. Je pensais que c'était un one-shot. Donc ça veut dire que j'en ai 2 autres à me prendre quand ils sortiront. Et Chasseur de Flammes, je sais que c'est une duologie. Donc là, j'en ai qu'un seul ensuite à acheter. Et la 9e maison, je l'ai commandée il y a très longtemps. Parce que c'est un des premiers qu'ils ont sorti en hardcover de Saxus. Et là, j'ai cru voir passer quelque part que en fait, c'était le premier tome d'une saga. Et moi, je croyais que c'était un one-shot. Si vous avez plus d'infos là sur le Sarah J. Maas et ça là, la 9e maison, dites-moi si vous savez si c'est des premiers tomes de série et si vous savez combien il y en a. Sinon, il faudrait que j'aille voir sur internet. Bon, mais voilà, je n'ai pas commandé d'autres séries, d'autres débuts de série sinon. Tout ce qu'ils ont proposé ne me tentait pas. Et honnêtement, j'en étais contente, voilà. Pas d'autre achat là-dessus. Et par contre, en haut là, j'ai mes Rivka. Il me manque le Lys de Feu, tome 2 et tome 3 pour finir la trilogie. Et le tome 3 de God of Men pour aussi avoir mes trilogies complètes. Mais là, Rivka, ils nous font pas le coup de nous presser la bulbe. Donc c'est cool. Voilà, mais là, je vais me les commander. C'est juste que je ne peux pas les commander depuis le Canada. Donc j'ai contacté Milena chez Rivka, que je connais du coup. En lui disant, tu peux me les envoyer au Canada? Comme les précédents, j'arrive pas à les commander sur le site. Bref. Voilà. Sachant que les Rivka... certaines librairies en ont commandé, donc les ont en stock, mais pas tout le monde parce que c'est donc Milena, l'éditrice, qui doit démarcher chaque librairie
et leur demander de les avoir. Donc il y en a de plus en plus qui les ont, mais pas toutes. Sinon vous pouvez les demander à être commandées dans chaque librairie. Mais si n'oubliez pas que si c'est des séries que vous aimez bien, ou si vous aimez bien la maison d'édition Rivka et que vous avez l'habitude d'aller dans une librairie, un Cultura ou n'importe quoi, n'hésitez pas à leur soumettre l'idée de stocker ces livres-là pour aider Rivka à se développer et qui nous sortent d'autres merveilles comme ils savent si bien le faire. Voilà. Ensuite, j'ai reçu des Young Adultes de la part de Anne Carrière et de Plein Jour. Alors, c'est le même collectif. Enfin, non, pas du tout. Ça, c'est pas n'importe quoi. Donc, juste de la part d'Anne Carrière, j'ai reçu Cœur de cerf aux éditions Anne Carrière. Donc, de Cécile Marr. Sur les terres meurtries de Zanabé, la guerre civile gronde. Les exactions des soldats Kétas se multiplient et divisent le peuple Liu. Dans un petit village protégé par l'épaisse forêt du centre, Eivan, maître guérisseur, tente de pacifier les esprits et de réconcilier les cœurs. Mais l'arrivée de Taena, une intrépide Liu, pourrait réveiller une blessure que sa magie n'a pas su apaiser. Confrontée à la violence et à l'injustice, la jeune femme va découvrir ce qu'elle est prête à sacrifier pour protéger le mystérieux guérisseur et défendre son peuple. Dans une enquête initiatique où l'attendent l'amour et la résistance, elle va tout faire pour retrouver ses souvenirs et apprivoiser son âme animale. Lorsque la haine gangrène les peuples, la fraternité est-elle encore possible? Voilà. Donc c'est écrit par une journaliste martiniquaise, Cécile Marr, qui est née dans le Jura. Et elle signe un premier roman de fantaisie lumineux qui célèbre la flamboyance des Caraïbes et la vitalité de la nature. Véritable ode à la tolérance, Cœur de cerf célèbre ce qui nous rassemble. Et c'est à partir de 13 ans. En ce moment, je suis à fond Pirates des Caraïbes. Je me suis refait le 1, 2, 3, 4. Il me manque le 5 à regarder et j'ai hâte que le 6 sorte. Voilà, avec notre ami Johnny Depp, que j'adore. Et donc, on est dedans. Je crois que de Saxus d'ailleurs, un de leurs... je me demande si c'est pas un peu dans les mêmes... parce qu'une de leurs dernières apparitions, j'ai vu que c'était... même 2. En gros, il y a 2 livres qui faisaient un peu comme ça. En tout cas, les couvertures faisaient un peu jungle, ou Caraïbes, ou... ouais, un peu comme celle-là. Là. Donc, j'aime bien ce genre d'histoire, mais juste comme les couvertures et tout, me tentez pas. J'étais en mode... ok, super, comme ça je n'achète pas. Très superficiel comme truc. Alors, et ensuite j'ai reçu L'Enfant Plume, toujours chez Anne Carrière, de Mathilde Ferré. Je vous ai montré la couverture? Oui. Je suis pas sûre. En tout cas, si je vous l'ai montré, je vous ai pas montré les petits brillants. C'est bien parce qu'on les voit bien avec la lumière. Là. Voilà, enfin, pas brillant, mais vernis sélectif. Et lui, il en a pas. Et si le pouvoir de l'Enfant Plume pouvait rivaliser avec les armes les plus meurtrières? Dans un futur proche, la montée de la xénophobie a donné lieu à une vague de violence contre les citoyens d'origine immigrée. De nombreux enfants de victimes sont recueillis comme pupilles au foyer Émile Ibn. Je crois qu'on dit ça. Émile Ibn Amira, lieu symbole de réconciliation et de fraternité. Un jour, un jeune garçon arrive à Amira sans preuve d'identité. Pierre est intégré au foyer, mais durant les premiers mois de l'année scolaire, plusieurs incidents font ressurgir la question de ses origines. Il semblerait qu'il possède un pouvoir exceptionnel et se cache de puissantes personnes qui le recherchent. Lorsqu'un mystérieux groupe se fait appeler la Ligue menace tout le pays, qui se fait appeler... Non. Lorsqu'un mystérieux groupe se faisant appeler la Ligue menace tout le pays, Pierre n'a plus le choix. Il doit se confronter à son passé et faire appel à ses forces invisibles pour déjouer les plans de cette organisation. C'est le 2e roman de l'auteur. Et on nous dit qu'elle est normalienne, agrégée et docteur en histoire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Désolée. Normalienne, virgule, agrégée et professeur en histoire. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, on change de registre. C'est Plein Jour qui m'envoie ça. C'est le même collectif que... Ben là, c'était Édition Anne Carrière, mais il fait partie du collectif Anne Carrière. Voilà. Avec aussi les éditions Calidor, que vous savez que j'adore et que vous gagnez en concours dans le calendrier de l'Avent notamment. Et que vous avez aussi gagné précédemment en concours. On les voit là d'ailleurs. Donc c'est de la fantaisie, vous savez, ancienne, remis au goût du jour. Donc là c'est La Famille, une dissidence catholique au cœur de Paris. Du 17e au 19e siècle. C'est par Jean-Pierre Chantin. Et en fait j'ai demandé ça parce que j'ai vu un
reportage, un extrait de reportage un jour, mais il y a plusieurs années, sur cette famille. Ça m'a intriguée et je voulais approfondir un peu le sujet parce que j'étais curieuse. Donc voilà. Alors, connaissez-vous la famille? Donc ça, c'est pas un roman, hein. C'est une... comment on dit? Un essai, de la non-fiction. Vous avez sans doute entendu parler de ce groupe religieux vivant depuis le début du 19e siècle dans l'est de Paris. Pourquoi on nous dit... Pardon, je vous dis du 17e au 21e siècle. Je vous ai dit n'importe quoi, 19e je crois. Au 21e siècle. Donc, connaissez-vous la famille? Vous avez sans doute entendu parler de ce groupe religieux vivant depuis le début du 19e siècle. Mais pourquoi là ils disent 17e alors? Ok, je comprends pas. Dans l'est de Paris, en vase clos, dont les membres ne choisissent un conjoint que parmi les 8 familles qui le composent. Genre, ils se marient entre eux. Il y a 8 familles, ils se marient tous entre eux. Uniquement. La presse s'en est fait largement l'écho. La question de savoir s'il s'agissait d'une secte s'est alors posée. Ce livre apporte une réponse claire à cette dernière interrogation, mais surtout se plonge dans les origines lointaines de cette communauté A. C'est pour ça qu'on remonte le temps. C'est-à-dire le jansénisme et Port-Royal. Ben, décidément, Pirates des Caraïbes, Port-Royal. Au XVIIe siècle, les miracles et l'attente de la fin des temps. Ben, Mazette, c'est tout un programme. La famille est finalement un bon exemple de ce qu'est aujourd'hui un groupe religieux fervent, en apparence uni, mais bien plus divers qu'il n'y paraît. Et donc, l'auteur, il est docteur en histoire religieuse contemporaine, chercheur associé au laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes et à l'Institut supérieur d'études des religions et de la laïcité. Voilà. Ça, moi, ça me... j'ai envie de savoir. Je veux savoir, je veux savoir. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Je veux savoir qu'est-ce que c'est que ce beans. Ensuite, on passe aux éditions XO. Il y a 5 livres des éditions XO, dont 3 qui sont à gagner dans le calendrier de l'Avent. Et ce sont lesquels? Je crois que c'est ces 3-là. Alors, c'est pas les 2 que je vais vous montrer, c'est les 3 suivants. En gros, je vais vous montrer 2 genre demi-formats et 3 grands formats. Et je pense que c'est les 3 grands formats, il me semble, qui sont à gagner. Donc, Restez vivant jusqu'au bout de Antonio Senna, après le crash de son avion, 36 jours dans l'enfer de la forêt amazonienne. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus à ajouter? Voilà, le monsieur s'est crashé dans la forêt amazonienne et a survécu 36 jours avant d'être secouru. C'est tout. C'était en janvier 2021. Ben voilà, il s'est craché au milieu de la forêt amazonienne. Commence alors pour lui une terrible épreuve dans la partie la plus sauvage de l'Amazonie. Sous une pluie ininterrompue, il s'alimente en observant ce que mangent les singes, construit des abris de fortune, repousse les prédateurs, s'émerveille aussi devant la beauté de la forêt sans jamais baisser les bras, guidé par l'amour des siens et sa foi retrouvée. L'espoir, dit-il, sera le dernier à mourir. Et donc 36 jours après la chute de son avion, épuisé et affamé, un deuxième miracle se produit. Des cueilleurs de noix sont là au milieu des arbres. Donc c'est le récit d'un combat, d'une aventure intérieure exceptionnelle et d'une formidable ode à la nature. Pareil, trop envie de savoir ce qui s'est passé et comment il a fait quoi. C'est un warrior. Comment il a fait pour survivre? Ensuite, Le Passeur de livres, le best-seller qui rend heureux. Alors la couverture, j'avais envie de dire, on aurait dit une couverture de film qui fait du bien au moral quoi. Que vous mangez avec un petit chocolat dans la main. J'aime trop, avec un vieux monsieur et une petite fille qui lit. Voilà, c'était trop, j'ai bien aimé. Et puis ça avait l'air, voilà, lumineux, heureux. Et puis ça parle de livres. Donc, on les retrouve même là sur le petit bandeau, j'aime trop. Et donc c'est un best-seller apparemment. 300 000 exemplaires vendus en Allemagne. Les traductions sont en cours dans 25 pays. Celui-là, vous n'allez pas le gagner, je crois, non? Sur quand? Ah, peut-être que si, parce qu'il est sorti en 2022, je crois. Elle m'a dit, il y en a 2 qui sont un peu plus vieux qu'on ne fera pas gagner, mais les 2 récents... Ah, c'est peut-être pas celui-là. Celui-là, vous allez peut-être pouvoir le gagner. C'est peut-être celui-là qui n'est pas à gagner. Attendez. Il parle quand celui-là? Je vous montre pas, parce que comme ça, on va pas tous mélanger les pinceaux, mais... « 2021 ». Bon, je sais pas, surveillez le compte Instagram, vous verrez. Voilà. Alors, dans chaque livre que tu ouvres, un cœur se met à palpiter et ton propre cœur bat à l'unisson. C'était le petit incipit là. Chaque soir après le travail, malgré ses 70 ans, Karl se promène dans les rues pittoresques de la ville pour porter en main propre les livres qu'ont commandés ses clients les plus fidèles.
Ces lecteurs voraces, souvent farfelus et baroques, ont tous leurs secrets et leurs blessures. Ils sont devenus presque des amis et le libraire dévoué est tout ce qui les relie au monde. Lorsqu'un coup du sort s'abat sur Karl, c'est une petite fille de 9 ans, Chacha, espiègle et effrontée, qui leur donne le courage de s'ouvrir les uns aux autres et de renouer enfin avec le bonheur. Un hymne à l'amitié, le roman des livres qui rendent heureux. Eh bien, ça a l'air cool, non? Ça fait un peu film cocooning de Noël, non? Ensuite, vous allez pouvoir gagner ou pas, du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est lequel, c'est lesquels? Amazonie, je pense que non. Mais du coup, je ne sais pas. Soit après, c'est celui-là que vous ne gagnerez pas ou c'est celui-là. Je ne sais pas. Bon, on verra sur Instagram. Je regarderai de plus près. Donc, c'est L'inoubliable voyage de Miss Benson de Rachel Joyce. Pareil, j'aimais beaucoup la couverture. C'est cool. Et cute. Et on est encore in the jungle, là. Par l'auteur du roman... Non, par l'auteur du best-seller mondial, La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry. Vous connaissez? Je connais pas, moi. Alors, 19 octobre 1950, la vie de Miss Benson commence aujourd'hui. À 46 ans, elle quitte Londres. Mais décidément, je vis de Londres. L'enseignement, la grisaille, pour la Nouvelle-Calédonie. Il est temps pour la célibataire endurcie de partir à la recherche du scarabée d'or que son père lui avait fait découvrir dans un livre. Sur les quais de la gare, affublée de son casque colonial et de son filet à insectes, Miss Benson découvre qui sera son assistante durant cette expédition. Avec sa tenue rose vif et ses petites sandales à pompons, Enid Pretty, 26 ans, est loin d'être la compagne de voyage qu'elle avait imaginée. Pourquoi Enid, petite femme à l'allure délurée, est-elle prête à traverser la planète pour un scarabée? De toute évidence, Enid emporte elle aussi ses secrets. Ces deux-là n'auraient jamais dû se rencontrer et pourtant, après des mois d'épreuves et d'aventures, leurs cœurs cabossés vont s'ouvrir et s'aider à se relever. Une amitié extraordinaire se lira à jamais. Bon, là, la luminosité tombe. J'ai l'impression que ça va, c'est pas trop encore sombre. J'essaie de rajouter un peu de luminosité au montage de la vidéo. Mais ici, il est 3h51 et en gros, à 4h30, il fait nuit. Mais nuit noire. Donc bon, hein, voilà, c'est le nord. Ensuite, donc là, on passe à pas un roman du tout. Au cœur de la guerre, on va reconnaître les couleurs de l'Ukraine. De Étienne de Poncin, le récit exceptionnel de l'ambassadeur de France en Ukraine. Voilà. Un document choc et inédit sur 6 mois au cœur de la guerre. C'est quoi ces bruits? Vous entendez sonner? Bon, je sais pas. C'est lui, monsieur, je pense. Bah, je pense, c'est à peu près sûr. Quand je fais ça, on voit les reflets du sapin de Noël en face. Les petits loupiottes. Donc, 24 février, vers 4h du matin, on s'en rappelle, ce 24 février, c'était l'anniversaire de ma mère et ils ont annoncé le même jour la guerre d'Ukraine. C'était super. Le téléphone vibre de messages. Bruno, mon adjoint, a reçu une alerte de son collègue japonais indiquant que les Américains sont affirmatifs. L'attaque aura lieu avant 10h du matin. Je m'approche de nouveau des grandes baies vitrées. Au loin, j'aperçois les couleurs rouge-orangé. Des missiles, difficile de l'assurer avec certitude. À 5h08, message de notre agent ressources, le ton est sobre. Je viens d'entendre des explosions. Ma réponse ne se fait pas attendre. Elle reste dans le même registre. Tout le monde se regroupe à l'ambassade. Voilà. Dans ce récit exceptionnel, Étienne de Poncin, 58 ans, ambassadeur de France en Ukraine, raconte les premières heures de la guerre et nous embarque dans le convoi organisé par le GIGN après 5 jours passés sous les bombes pour déplacer l'ambassade de Kiev, donc là ils ont marqué Kiev et pas Kiev, à Lviv et revenir quelques semaines plus tard dans la capitale ukrainienne martyrisée. Réputé pour son calme, Étienne de Poncin nous parle de tensions extrêmes, de déflagration dans la nuit, mais aussi de courage et d'amitié. Il nous fait part de son incroyable détermination à maintenir l'ambassade sur le sol ukrainien et apporte un éclairage inédit sur les ressorts de la résistance ukrainienne. Voilà, je l'ai demandé parce que c'est notre actualité de notre génération. Que je comprends pas comment ça peut exister encore à notre époque. Ça aussi, c'est une chose qui me dépasse. Donc, voilà. Je sais pas si ça m'apportera des réponses sur le pourquoi du comment. Sur comment on peut en arriver là. J'en sais rien. Je suppose que ça nous le fera au moins vivre de l'intérieur pour qu'on se rende compte de ce que c'est. Même si, pour ma part, et je pense pour vous aussi, on a vu des reportages et des images
notamment de Charles Villa, un reporter de chez Brut, qui allait filmer aussi les premiers jours, etc. Puis voilà, ensuite des actualités, et c'est inhumain, incompréhensible. Voilà, donc c'est peut-être une piste pour juste me tenir informée de ce que... Je ne sais pas en fait, je ne sais même pas. Me tenir informée de quoi, je ne sais pas. Voilà, bref. Ensuite, Erectus, le dernier hiver de Xavier Muller. Donc, j'ai commencé cette chaîne YouTube. Je crois que c'est le premier roman que j'ai lu il y a quelques mois, quand j'ai commencé cette chaîne YouTube. C'est... Oh, il est derrière moi. Erectus, je vous avais fait une prélecture. J'avais pas mal aimé. C'était chouette. Et donc, ça, c'est la suite et fin. Je savais pas qu'il y aurait une suite parce que pour moi, ça se suffisait à... L'histoire était finie, quoi. Mais écoutez, j'ai découvert qu'il y avait une suite. Alors, j'étais en mode ok. Et je me demande... Je sais pas si on peut pas le lire, genre, sans avoir lu même le précédent. Je me demande. Parce que là, on nous dit le final explosif d'une histoire vertigineuse. Et je me demande si vous lisez ça, on va pas juste vous faire un petit truc au début en mode le monde est dans tel état. Et voici ce qui se passe après. Et que peut-être vous pouvez après aller lire le tome 1 Erectus pour voir comment ça s'est passé en fait. Je me demande, parce qu'il n'y a pas marqué tome 2, à part juste là, le final explosif 2. Je sais pas. Vous êtes là, deux amoureux, à admirer l'extraordinaire météorite qui illumine le ciel, lançant autour d'elle des pépites dorées, puis la personne que vous aimez tout à coup s'endort. Et quand elle se réveille, elle n'est plus la même. Elle vous considère comme son ennemi, pire comme sa proie. Vous voyez là, en fait, ça ressemble pas à la suite de ce que j'ai lu. On dirait une autre histoire. Paris, Rome, New York, Tahiti, le cataclysme foudroie la planète. Inversant le temps, remontant aux origines, effaçant l'évolution. C'est la super régression, un cauchemar et le spectre du dernier hiver pour l'humanité. Seul espoir, un ADN hors norme repéré par une équipe de scientifiques. Petit problème, il se trouve dans le corps d'un enfant de 10 ans, né au XIVe siècle. Pour Anna Meunier, la paléontologue, et Juan, son conjoint transformé en Erectus, le temps est venu d'enfreindre un puissant tabou, celui qui sépare les vivants des morts et interdit de modifier le passé. Donc, tout ce que je vous ai lu là, les 3 premiers paragraphes, ça n'a rien à voir avec Erectus. Et il y a juste le dernier, où ça nous dit, pour Anna Meunier, la paléontologue, et Juan, son conjoint transformé en Erectus, qui nous indique que c'est les mêmes personnages que dans Erectus. Mais on dirait complètement une autre histoire. Donc, j'ai l'impression que ça peut se lire indépendamment. Et qu'en fait, même si vous lisez celui-là qui parle d'un cataclysme, vous pouvez aller, même plus tard... Ah là, il commence vraiment à faire sombre. Vous pouvez même plus tard aller lire, je pense, celui qui parlait de comment son conjoint, du coup, bah, il nous le spoil là, mais s'est transformé en Erectus. Voyez. Je fais une toute petite pause. Enfin, je vous reprends tout de suite. Je vais aller allumer les lumières. Et me revoici. Bon, j'ai allumé juste finalement celle en haut de la bibliothèque. Je sais pas si ça va suffire, mais... ça fait jaune du coup. Bon, ben on est en ambiance cosy maintenant. J'aime pas quand ça fait jaune comme ça, mais bon. Bref, ensuite j'ai reçu... Alors, je vous ai présenté dans un précédent book haul 3 bibles, ce qu'ils appellent donc des bibles de chez Le Duc, que vous allez pouvoir gagner dans le calendrier de l'Avent, je crois que c'est la semaine prochaine. Et en fait, je les ai trouvées tellement géniales, et tellement belles aussi, que... j'ai demandé si je pouvais en avoir 3 de plus pour vous les présenter, et notamment pour vous les présenter dans une vidéo hors série qui va sortir là, incessamment sous peu, sur les plus beaux livres, ma sélection des plus beaux livres de ma bibliothèque à s'offrir à Noël. Et donc ils me les ont envoyés, je les trouve géniales. Les précédentes que je vous ai montrées, c'est les secrets de guérisseuse, le secret des pierres et le secret de la magie blanche, que vous allez pouvoir gagner avec le t-shirt sorcière cosmique de Muse. Et là, du coup, je vous montre, il en existe d'autres, mais franchement, génial. Ma Bible des huiles essentielles. Regardez-moi ces beautés dans la bibliothèque, s'il vous plaît. Donc, ma Bible des huiles essentielles, parce que j'entends partout que c'est génial, machin, mais qu'il faut le manier avec précaution. Et quand tu en entends parler, tu as l'impression qu'il faut avoir fait
je sais pas moi, qu'il faut être docteur en sciences appliquées là, ça n'existe pas sûrement, pour s'en servir. Et j'étais en mode là, j'ai envie de pouvoir moi utiliser les huiles essentielles sans faire des bêtises. Donc voilà, du coup c'est pour ça que je l'ai demandé. Ensuite, ma bible du yoga santé, je trouvais ça aussi trop cool, puisque j'ai bien envie de me mettre au yoga. Et peut-être celui que j'attendais le plus de tous, ma bible des secrets de grand-mère, parce que voilà, c'est l'époque qui veut ça, je crois. On a envie de retourner aux trucs naturels et tout. Et nous, on s'en sert, on le fait déjà. Vous avez vu passer, il y a des recettes. Mais ensuite, il y a toute une partie pour la maison, cosmétiques, etc., etc. Bref, il y a plein de choses. Grand-mère chef, fait du logis, aux petits soins, carnet de beauté, tout ce qui est bébé, jardin. Inclut un cahier de recettes de votre enfance illustré. Illustré. Comment ça, illustré? J'ai vu passer des photos. Non? Là, il y a des mousses au chocolat. Je vous montre à l'envers. Chocolat chaud. Madeleine. Bon, voilà. Donc, en gros, j'aime trop, moi, ces bibles. Donc, ça fait que j'en ai 6 dans ma petite collection, ce qui est génial. Et regardez dans la bibliothèque. Est-ce que c'est pas trop cutie? Voilà, donc je vous les montre pas trop là, enfin pas trop longtemps, parce que déjà en fait on va se retrouver dans la nuit. Et puis surtout, vous les retrouverez un peu plus en détail dans une prochaine vidéo, donc apparaître en décembre, là, dans quelques jours je pense. Il y aura 2 vidéos hors série en décembre, vous verrez lesquelles. Mais donc une des 2 c'est ça, et donc sur les plus beaux livres à s'offrir à Noël, en tout cas selon ma sélection et celle que j'ai dans ma bibliothèque. Ensuite, je vous montre ce que j'ai reçu de chez Dargo. Donc, je vous ai montré tout à l'heure la BD du Noël de Monsieur Scrooge, là. Madame Scrooge, du coup. Ensuite, j'ai reçu donc de leur part ces 2 petits livres qui sont de la même collection que 2 autres que je vous ai déjà fait gagner en concours. C'est la collection Matin. En fait, c'est Bonjour Matin. C'est un compte Instagram sur lequel tout... Matin, quel journal? Pardon, pas Bonjour Matin. Matin, _ quel journal tout accroché. Et en fait c'est un compte Instagram où il y a des, je crois qu'on appelle ça des strips de BD, donc des carousels avec comme plusieurs cases de BD sur plusieurs sujets différents. Souvent c'est plutôt des sujets d'actualité, et en fait ils en ont fait certains illustrateurs donc qui dessinent pour ce compte Instagram, ils en ont fait des livres. Voilà pour l'histoire. Donc j'en ai reçu 2. Le premier c'est Sandrine et Flibuste contre la maltraitance animale. Voilà, de Sandrine Deloffre, préface de Pierre Rigaud, donc chez Dargo, mais collection Matin. Tout le monde est passé au maquillage, c'est bon, on veut y aller, yes, allez, c'est parti. Elle parle avec des animaux. Aujourd'hui, on dit ambassadeur du monde animal au lieu de animal captif, prélevé au lieu de tuer et tradition culturelle au lieu de massacre. Mais Martine, Florence, Marco, Rosa, Nino, Muffin ne sont pas dupes. Ils sont autant d'animaux exploités et ou maltraités que Flibuste et Sandrine vont interviewer dans cet album. Ah. Au travers de domaines divers et variés tels que la consommation, la science, la culture, le divertissement. Avec quelques questions en tête. Déjà, pour qui on se prend? Voilà, déjà, juste pour qui on se prend. Est-ce que ça vaut le coup de faire naître un animal pour lui faire vivre une vie d'exploitation? Et puis, c'est une bonne situation, ours de cirque? Et pour finir, pour qui on se prend? Je le redis, effectivement. Voilà, je vous montre juste l'intérieur. Donc, il y a des pages BD et il y a des pages plus explicatives, comme là. Voilà, ça, vous allez pouvoir le gagner dans une des cases du calendrier. En fait, là, non, pas tous. Je vous ai montré, il y en a, c'est des services presse, mais il y en a, vous allez pouvoir le gagner. Celui-là, vous pouvez le... Ah, je sais plus lesquels. Bon, je vous dis pas, vous verrez sur la case de Dargo. Là, je sais même pas quelle case c'est. Je sais plus. C'est la deuxième partie du mois. Et ensuite, le cœur des obs. Un témoignage exceptionnel sur la contraception masculine. J'adore le cœur des obs. Avec tous les petits spermatozoïdes. Et le monsieur, mon mari, il me dit, mais il a le kikou qui dépasse. J'ai dit, ben oui, dis donc. Et donc, et alors, nous qui venons de Toulouse, ça nous a fait particulièrement
sourire, vous allez comprendre pourquoi. Le jour où ma copine s'est pointée en face de moi et m'a dit « J'arrête la pilule », j'ai pensé qu'elle voulait passer au stérilet. J'avais rien pipé. J'avais 26 ans et pour moi, la contraception, c'était une histoire de meuf. Jusqu'à ce qu'on me parle du remonte-couille toulousain. Donc le remonte-couille toulousain, c'est cette espèce de slip troué, d'après ce que je comprends. Bobika est un homme contracepté depuis 2016. Il raconte son cheminement avec humour et ne lésine pas sur les anecdotes farfelues, parfois touchantes et souvent édifiantes, sans oublier ses rencontres avec des sociologues, médecins et féministes pour nous rappeler qu'au-delà d'une démarche personnelle, la contraception masculine reste avant tout un sujet de société. Ça m'a vraiment interpellée, j'adore ce rose là, c'est beau. Ça m'a vraiment interpellée parce que je me suis dit, what? On en a entendu, enfin on n'en entend pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, on nous en réserve des vertes et des pas mûres. Ça va être une découverte absolue. Alors là, mais on entend parler de contraception masculine depuis un petit moment. Mais genre, moi, j'ai jamais eu les tenants et les aboutissants. Je connais pas les détails du processus. Alors là, j'ai très envie de découvrir de quoi il s'agit. Surtout s'il s'agit d'un slip troué avec le zouzou qui dépasse. Je comprends pas trop le principe. Donc, je suis quand même curieuse de le découvrir, n'est-ce pas? C'est original, en tout cas, à notre époque. Dans 10 ans, on dira, ben évidemment, c'était évident. Ensuite, on a Léo en petits morceaux de Mayana Toys. Celui-là, je sais que vous allez pouvoir le gagner, je me rappelle. Voilà. Léo, c'est ma grand-mère. Et les petits morceaux, ce sont ceux d'une photo déchirée par Pierre, son mari. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Léo était serveuse dans l'auberge familiale, réquisitionnée par l'occupant. Léo, désinvolte et légère, partageait ses journées entre son travail à l'auberge, ses amis et l'amour passionnel qu'elle vivait en secret avec Félix, un jeune soldat allemand. Aïe, aïe, aïe. Les problèmes. Le temps est passé, Léo est devenue mère, puis grand-mère. Ma grand-mère, qui à la fin de ses jours m'a raconté son passé. Je vous le livre ici sous forme de petits morceaux de sa vie. Ça a l'air trop chouette. J'aime bien ces récits. Mais donc je suppose que c'est lui, le soldat allemand. Ça c'est Léo. Léonore peut-être. Ça devait pas être évident, parce que je pense que on en a entendu des histoires comme ça de Françaises qui sont tombées amoureuses de soldats allemands sous l'occupation. Ça devait être compliqué. Ensuite, vous allez pouvoir gagner Furieuse. Celui-là aussi, enfin, je suis à peu près sûre que celui-là vous allez le gagner. De Geoffroy Monde et Mathieu Burnia. Bonus 8 illustrations par des invités de prestige. Ah ah. Voilà. Je vous ai pas montré dedans celui-là, les dessins, pardon. Moi si on me montre pas les dessins, je suis pas contente. Parce que je n'arrive pas à le tenir, je vais déchirer une page. Et voilà. Elle a l'air vraiment chouette cette BD. Donc, Furieuse. La tête qu'a fait avec ses gros yeux. Le roi Arthur, celui de la légende, un vieil ivrogne décrépit qui passe ses journées vautré sur son trône. Sa gloire désormais bien lointaine, il la doit à l'épée magique que Merlin lui a forgée pour terrasser les hordes de démons venus envahir son royaume de Pendragon. Devenu témoin de sa déchéance, l'arme enchantée s'ennuie ferme tandis que la princesse Isabelle fulmine car son débris de père l'a promise en mariage à l'ignoble petit baron de Cumbre. Tout de bien décidé à se trouver un meilleur destin, Isa et l'épée s'allient pour fuir le château et partir à la recherche de Maxime, sa grande sœur disparue. Mais le vaste monde peut se montrer bien cruel pour une princesse qui n'a connu que la vie de palais, et les intentions de l'épée sont peut-être moins nobles qu'il n'y paraît. En fait, l'épée, elle est douée de sa propre volonté, quoi. Après ce que je comprends. C'est cool. Bon, on est moins dans les dessins que généralement vers lesquels je me tourne. On n'est pas dans les dessins ultra réalistes et tout. Mais je suis quand même très bon public pour tout type de dessin, à vrai dire. C'est juste que, évidemment, j'ai mes petites préférences. Mais l'histoire a l'air trop cool. J'aime bien voir les histoires comme ça. Bah, évidemment, là, dès qu'il y a un peu de magie et machin. Ensuite, ça, c'est un service. En fait, je sais. Bon, je sais pas. Allez, je vous dis pas. Aristote de Tassos Apostolidis et Alekos Papadatos. Donc c'est chez Dargo. Là on a une petite jaquette sur celui-là. Il y a juste ça sur la couverture. Tout le monde connaît son nom. Il figure dans tous les livres d'école. Aristote,
philosophe grec né en 384 avant Jésus-Christ. Certes, mais cet Aristote qui a traversé les siècles, qui était-il? Avant tout un homme curieux du monde, tout le passionné, l'astronomie et la biologie, aussi bien que la politique et la métaphysique. Il observait tout, il réfléchissait sur tout. Il était loin de se douter que 2300 ans après sa disparition, ses théories seraient toujours étudiées et discutées avec passion, et qu'au XXIe siècle, sa vie et son œuvre seraient racontées en bande dessinée dans ce joyeux album mêlant humour et érudition. Par le dessinateur de Logicomics, je sais pas qui c'est, je connais pas cette série, ou ce titre. Vuibert, il y a marqué entre parenthèses. C'est le genre de BD que moi j'adore, évidemment, basé sur des faits réels, blablabla. Mais c'est vrai qu'on se dit, ça paraît fou vu comme ça, le mec il est né il y a 2300 ans. Et on parle encore de lui. Et on en fait des BD. Et je suis en train de vous en parler sur YouTube. Mais c'est pas fou? 2300 ans le Gus il a. On se rend compte que c'est hallucinant. On parle d'un humain. 2300 ans plus tard, on a écrit des BD, je vous en parle sur YouTube. T'imagines? Alors, Aristote, un jour, dans 2300 ans, il existera un truc dans une boîte qui diffusera des images que les gens se sont enregistrées. Ils parleront à des gens qui ne voient pas en direct. Et ben, qui doit dire quoi? Et on lui racontera ton histoire, Aristote. De quoi vous me parlez? Non, mais ça paraît fou, non? Bon. On reste un peu dans le même, pas dans le même sujet, mais dans la même veine. Je suis fan. Évolution, Darwin, Dieu et les hommes chevaux. Je suis allée voir une exposition sur Darwin et la théorie de l'évolution au musée de la civilisation à Québec il y a 2 ans, 3 ans. C'était génial, je l'ai vu 2 fois l'expo. Ben, j'y étais allée avec l'école dans laquelle j'étais de décoration d'intérieur. Parce que c'était décoration d'intérieur et tout ce qui était vitrine et compagnie là. Et donc ils voulaient nous montrer comment c'était fait une expo, les vitrines, les placements, les plans, tout ça. Et donc j'étais allée la voir et ensuite j'ai rembarqué mon mari, on est allés la voir tous les deux. Quand mon fils, du temps où mon fils était encore à l'école, voilà, un temps jadis. Donc, il est encore scolarisé, je vous rassure, mais il est fait à la maison, pour celles qui n'avaient pas suivi. Donc c'est chez Dargaud, il y a marqué Delachaux et Niestlé en bas. Donc c'est comme si c'était une association de 2 éditeurs, je suppose. De Jean-Baptiste de Panafieux et Alexandre Franc. Donc, une troupe de théâtre qui monte un spectacle sur Darwin et l'évolution. Un riche industriel prêt à financer la pièce à condition qu'elle fasse l'éloge de l'eugénisme et du transhumanisme. Une secte évangélique qui manifeste sous prétexte qu'on insulte la religion. Et sur la scène, d'étranges créatures mi-hommes, mi-chevaux. Après Extinction, Jean-Baptiste de Panafieux et Alexandre Franc proposent un nouveau récit de vulgarisation scientifique. Moi, j'aime trop ça. Je vous en ai présenté un autre, là, il n'y a pas longtemps. Les oubliés de la science. À la précédente vidéo, si jamais ça vous intéresse. Qui est aussi sous forme de BD. J'aime trop. Sous la forme d'un docu-fiction facétieux mais solidement documenté, ils font le point sur la théorie de l'évolution, une des idées scientifiques les plus révolutionnaires de tous les temps. Voilà. Et hop, les dessins. Ce silence. On est concentrés, mes girls. Ça a l'air tellement cool. En fait, j'ai envie de lire plein de livres et j'ai pas le temps de tous les lire maintenant. J'aimerais tous les lire tout de suite. Ensuite, Astérios le Minotaure, que j'ai demandé aussi, de Le Tendre et Péné. Donc, la collection consacrée aux mythologies par le scénariste de La Quête de l'Oiseau du Temps. Planète BD dit une somptueuse relecture d'un mythe. Et Scénario.com dit Serge Le Tendre revisite superbement le mythe à découvrir urgemment. Regardez la beauté. Là, je pense qu'on est clairement plus dans les dessins détaillés, là, que j'aime bien. Ah, dans la même collection, La Gloire des Rats, le temps, n'importe quoi. La Gloire des Rats, Tirésias et Pygmalion, la Vierge d'Ivoire. Dans la même collection. L'image commence à être grainée, hein, vraiment. Je suis désolée, mais là, faut que je mette comme ça. Il faut que j'allume en face, mais on le voit se refléter dans un truc. Bon, bref, c'est pas grave, vous me voyez encore. Il fait presque nuit. Et il est 4h14. Voilà. Bon. La suite d'un acte malheureux,
À la suite d'un acte malheureux, l'architecte Dédale doit s'enfuir en Crète. Arrivé sur l'île, il découvre que le trône est convoité par 3 frères, dont Minos. Ce dernier en appelle à Poséidon. Merci pour votre commande. Ce dernier en appelle à Poséidon, dieu des océans, qui le consacre roi en échange du sacrifice d'un taureau. Mais le nouveau souverain ne tient pas sa promesse. Furieux, Poséidon provoque un accouplement contre nature entre la reine Parsiphae et la bête. Oh, ah oui, je connaissais pas cette histoire, moi. C'est un peu... hein? Bizarre. Un enfant naît de cette union, Astérios, le fameux Minotaure. Astérios est alors confié à la garde de Dédale, qui n'a de cesse d'apporter toute son affection à cet enfant hors norme. Car plus que les pulsions meurtrières qui couvent en lui, le Minotaure doit lutter contre l'intolérance du monde des humains, qui fait de lui un être perdu dans sa solitude, un monstre. Ah oui. C'est dans la collection d'Argo Mythologie, il y a marqué. Je vous montre, bien qu'on n'y voit plus grand chose. Oh là là! Ah non, attendez, il faut que je regarde ça de près. Oh, voilà, 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 voilà. Là, je craque. Voilà. Le temps qu'il doit falloir pour faire une BD avec des détails aussi. J'ai le truc sur le... Oh là là. Moi, je sais pas. Hein. Dès qu'il y a des détails comme ça, c'est fou, quoi. Chaque image... Oh. Bon... Trop beau. Je lui remets son petit... Bon, je sais pas trop à quoi ça sert. Hein, parce que de toute façon, je pense que je vais lui enlever à terme. Mais bon. Ensuite, on a Humaine, trop humaine. Ça, vous allez pouvoir le gagner. On ne naît pas philosophe, on le devient. Avec Catherine Meurice. Donc, c'est Catherine Meurice qui est l'autrice et l'illustratrice, je pense, qu'il n'y a pas d'autre nom. Humaine, trop humaine, chez Dargo. Mais là, il faut vraiment que j'allume. Ok, je vais rallumer. Je reviens. Bon, ben, je suis revenue. Vous voyez que maintenant, il y a une lumière, là, qui se reflète. Mais bon, ça sera mieux que d'être dans le noir. Là, déjà que c'est un peu sombre. Mais bon, on va faire avec, hein. Tant pis. Philosopher, c'est apprendre à mourir, dit Montaigne. Mais face à l'immensité vertigineuse de la philosophie, on voudrait parfois mourir avant d'apprendre. Besoin d'aide? Faites confiance à Catherine Meurice pour allumer l'être et le néon et aérer la caverne de Platon. Sous sa plume alerte défilent les philosophes les plus célèbres. Aristote, Nietzsche, pardonnez-moi, je ne sais pas comment on dit son nom, Siorian, Rousseau, Voltaire, Hegel, non là, je sais pas, Deleuze, Beauvoir, Arendt, Marx. L'occasion pour la dessinatrice de rayer la prédominance masculine dans le monde des idées. Maniant les concepts philosophiques avec rigueur et humour, renversant les mythes, Humaine, trop humaine, esquisse une autre manière de penser et d'être au monde. Voilà. Je vous montrerai les yeux. Elle est au niveau de la culotte. Ah, j'aime pas quand l'image est grainée comme ça, mais là, quand il manque de luminosité, impossible de faire autrement. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas possible. Ah, je croyais que ça s'était arrêté. Et bien voilà, on va philosopher entre ça et... c'est quoi qu'on a? Aristote, ouais. On a de quoi faire. Ensuite, on a fini pour Dargo. J'ai reçu la suite et fin de Giant Days, publiée chez Achilleos, dont je vous avais fait gagner les tomes 1 à 5 dans un précédent concours. Est-ce que je vais arriver à l'ouvrir? C'est pas sûr. Ah, si. Et donc là, c'est les tomes 6 et 7. Et ce sont les derniers. Ça clôture la série. Voilà. Je vous montre ça. Bon, je vous en montre un juste pour vous montrer les dessins. Ah! L'autre est tombé. J'espère qu'il ne s'est pas abîmé. Je n'ai pas encore lu les premiers. Je crois que ça suit l'histoire d'amis à la période de la fac. Un truc comme ça. Voilà, donc vous avez 7 tomes, et puis là, du coup, je pourrais tous les lire d'affilée et vous en reparler. Ensuite, pardon, du coup, on a été coupés. J'ai mon mari et mon fils qui sont rentrés de leur balade.
Donc, ensuite j'ai reçu Tropique Toxique que j'ai demandé en service presse chez Les Escales. Je savais même pas qu'ils faisaient des BD. Je me demande si c'est pas la première qu'ils font. C'est une enquête sur le scandale du chlordécone. J'ai commencé à le lire, j'ai pas fini encore. Et donc sur les... c'était un pesticide un pesticide, je crois. Ouais, qu'on mettait sur les bananiers et qui en fait polluait tous les sols. Indian. Bon. Indian. Chut, chut. Ma fille. Ma fille. Allez. Mais non, elle aboie à vous, je crois. Ou elle a entendu quelque chose à la porte. Donc, voilà. Donc, c'est sous forme de BD. Je vais quand même vous lire le résumé juste pour vous. C'est sous forme de BD comme ça. Et en fait, c'est augmenté avec l'application contenu enrichi avec cette application qui s'appelle je sais plus comment. Ils nous le disent au début. Donc, mais je vais vous le dire parce que désolée si vous entendez ma chienne qui s'agite, elle est juste contente que tout le monde soit rentré. Argo Play. Et en fait, à certaines pages, il y a des logos comme ça. Et quand il y a ça, vous pouvez scanner la page avec juste votre téléphone, avec l'appareil photo là, et ça vous met un document ou enfin des choses qui viennent compléter. Et par exemple, sur une page, là, il y a un journal ici, une d'un journal d'une date précise de France Antilles. Et vous voyez, vous pouvez scanner la page et en fait, quand vous la scannez, vous avez la une du journal qui s'affiche sur votre téléphone et que vous pouvez lire. Vous voyez le truc? Donc, c'est tout enrichi. Donc, je trouve ça génial comme idée. Et donc, ça nous dit, la banane, c'est l'un des principaux fleurons de l'économie des Antilles françaises. Afin d'en assurer le rendement, un pesticide, la chlorodécone, il y a déconne des gens dans le mot, ça va partir mal, a été utilisé très largement entre 1972 et 1993. Oh, elle devient folle, ma chienne. Aujourd'hui, en Guadeloupe et à la Martinique, les terres sont contaminées pour des centaines d'années et la molécule est présente dans les corps de 800 000 personnes qui y vivent. Scandale environnemental, sanitaire, d'État, les débats sur cette molécule passionnent et opposent régulièrement politiques, producteurs de bananes, chercheurs, avocats et acteurs de la société civile. Si la question de la responsabilité doit encore être tranchée devant les tribunaux, les Antillais doivent, eux, résoudre une question tout aussi essentielle. Comment vivre dans un environnement à jamais pollué? Et donc, j'ai commencé à le lire. Je suis vraiment désolée, ma chaîne, elle saute, elle roule. Et en gros, on nous explique ici qu'il y a eu un travail d'enquête de plusieurs années qui a été résumé dans cette BD. En tout cas, travail d'enquête de plusieurs années pour réaliser cette BD. Donc, c'est colossal et voilà, j'ai hâte d'arriver au bout. Je vais tout juste commencer parce que ça m'intriguait beaucoup trop. Ensuite, on a bientôt fini. Vous allez pouvoir gagner les 4 tomes. Alors, chez Aquileos, à nouveau, comme Giant Death. Les 4 tomes, tomes 1 à 4. Je pense que la série n'est pas finie. Je suis pas sûre. De la série Le Roi des Ribauds. Donc, vous avez le premier tome. Le deuxième. C'est un peu sombre, hein. Le troisième et le quatrième. Et donc, par exemple, à l'arrière du 1, il n'y a que 2 lignes. On nous dit le roi réclame des têtes. Le roi réclame les têtes des assassins de Guillaume, nos têtes. Bon, Indian, elle fait tellement de bruit. Sur le 2, il y a marqué: rien ne saurait me faire plus plaisir que de voir le triste sire tomber. Il règne depuis bien trop longtemps. Mon père n'a jamais voulu être roi et le tyran mourra en pleine lumière. Donc, on comprend un peu dans quoi on s'embarque. Et je vous montre les dessins du dernier tome. Bon, j'aime bien ça. Bon, c'est un peu sombre. Ça fait un peu sombre comme Game of Thrones, quoi. Tu vois, c'est un peu le genre de... Voilà, donc vous allez pouvoir gagner les 4 tomes. Et enfin, pour terminer, ça c'est une case du calendrier de l'Avent qui est déjà en ligne. J'ai 2 derniers livres de cuisine à vous montrer. Donc si vous n'avez pas joué, vous avez jusqu'au 31 décembre pour aller jouer, pour tenter de les gagner. Et il fait vraiment sombre, c'est tellement dommage. Bon, tant pis, de toute façon ce sera comme ça, maintenant on est en hiver. L'extraordinaire Noël des pâtisseries avec ça qui est brillant. De Christophe Felder et Camille Lezec. 90 recettes de fête, photographie Laurent Rouvray, stylisme Sarah Vazegui, aux éditions de la Martinière. Regardez comme ça donne envie.
Oh, c'est un traîneau. C'est un traîneau en meringue. Quelque chose comme ça. Voilà. Hein, on est d'accord, ça donne trop envie. Il y a une photo. Est-ce que je vais la retrouver? Ah, c'est trop mignon. Est-ce qu'on retrouve? Non, je retombe pas dessus. Voilà, moi j'aime trop, j'aime trop. Voilà, donc vous allez pouvoir, enfin vous pouvez déjà gagner ça pour le coup. Enfin les résultats sont en janvier puisque le concours dure jusqu'au 31. Et vous pourrez gagner cet énorme livre de recettes qui est en fait une encyclopédie hein, des recettes. C'est Méditerranée, voyage dans les cuisines, 24 pays riverains et insulaires, 1300 recettes, 5000 ans d'histoire. C'est énorme, 1300 recettes. Le seul petit étonnement que, voilà, où je suis restée un peu, ah bon, c'est qu'en fait, il faut vraiment prendre ça comme une encyclopédie parce que dedans, il n'y a pas la photo. C'est tellement gros. Il n'y a pas la photo de chaque recette. Donc, bon, voilà. Pour moi, c'est peut-être le petit bémol de ce gros livre. Mais n'empêche, il y a 1300 recettes là-dedans. Et donc, vous avez plusieurs pays, évidemment. 24 pays, j'ai dit. On a... Je ne retrouve pas la liste. En tout cas, tous les... Ah, mais je sais, on a la liste, on a la carte au début. Juste, je vous montre la carte. Si je la retrouve. C'est bien. Là. Hop. Voilà. Des recettes de tous ces pays-là. Hein? Je vous laisse regarder 2 secondes. Et voilà. Y compris la France, donc. C'est tout pour nous. On a fini. Je vous ai montré plus de 40 livres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse là. 2 vidéos hors série à venir ce mois-ci. Dont une dont je vous ai déjà parlé et l'autre qui sera un peu surprise. Et la prochaine vidéo, très certainement, où je vous présente l'application et je vous embarque avec moi pour que vous puissiez la tester et tenter de gagner une carte cadeau Muse d'une valeur de 100 €. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo mes girls. Et merci d'avoir suivi ça jusqu'au bout. Bye mes girls. Salut, salut.